Quand on voit l'entraînement il faut pas seulement avoir un entraîneur. Il faut faire beaucoup de kilomètres quand même, je dirais, mais il ne faut pas spécialement avoir une approche avec les watts, avec le capteur de fréquence cardiaque. On peut faire tout ça sans toutes ces petites données scientifiques, on va dire, suivre son instinct, je pense. Ça rend le sport accessible. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast qui parle de dépassement de soi et d'aventure sous toutes ses formes. Je suis Loïc Blanchard, un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui coach et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de développer leurs talents toute l'année. Pour en savoir plus, c'est sur papyrus.app, papyrus.app. Ma mission avec le podcast, c'est d'inspirer un maximum de personnes à passer à l'action pour atteindre leurs objectifs les plus fous. La vie est courte, autant la vivre pleinement. Cette semaine, j'accueille sur le podcast Anatole, un cycliste ultra qui nous vient de Belgique et qui a récemment croisé sur une course un autre invité que vous connaissez bien, Nahuel Passera des épisodes 27 et 84. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Anatole qui a une approche assez rock'n'roll de sa pratique, pour reprendre ses mots. Pour moi qui adore me créer des contraintes dans mes projets, par exemple sur le matériel à acheter, sur le niveau de détail dans lequel je vais pour la planification de mes entraînements à suivre. Bref, c'est toujours une vraie bouffée d'oxygène de rencontrer quelqu'un qui se lance dans des défis hors normes sans prise de tête. Et c'est peut-être le message que je retiens de cet échange et qui, j'espère, fera mouche chez vous aussi si vous souffrez du même mal que moi. Il faut sérieusement éviter de se prendre au sérieux. Ces événements auxquels on participe doivent nous faire plaisir plus que de devenir des contraintes pénibles à gérer. Et on peut tout à fait, comme le montre Anatole, en venir à bout sans s'infliger une préparation millimétrée. En bref, faites-vous plaisir avant tout. Merci beaucoup Anatole, excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Anatole sur le podcast. Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait beaucoup plaisir. Avec grand plaisir, très content. Merci Nahuel pour la recommandation. Tu vas nous en parler un petit peu, mais vous êtes croisé avec Nahu sur une course d'ultra à vélo, il me semble, récemment. Et le courant est bien passé. En tout cas, lui m'a envoyé un message en me disant « J'ai trouvé un frappé, il faut absolument que tu interviewes Anatole. » Donc voilà, c'est chose faite. Merci beaucoup Nahu. Et ce que je te propose, c'est peut-être Anatole de commencer par te présenter, nous expliquer ce que tu fais. Donc, j'ai 22 ans, j'habite en Belgique. J'ai commencé tout d'abord par l'escalade quand j'étais plus jeune, et après je suis passé au vélo. D'abord par Liège-Bastogne-Liège, j'étais 250 km, puis je me suis dit, j'aimerais faire plus long, plus long, plus long. Puis j'ai fait la conquête des Ardennes, c'était 450, puis j'ai fait Bikingman France, c'était 1000 km. Et après j'ai continué, je me suis inscrit à d'autres courses, et puis maintenant, je ne sais plus m'arrêter, toujours plus. Et on veut toujours découvrir de nouveaux endroits, des nouvelles disciplines. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens dans ces disciplines-là. Et donc Nahuel, c'est sur quelle course que vous êtes croisés? C'était il y a 2 semaines sur la Tout Volcano. J'avais Ok. mal démarré et puis à un moment j'ai rattrapé. On a fait une partie ensemble. Puis on a dormi sur une terrasse ensemble parce qu'il pleuvait trop. Et après j'ai crevé, donc j'ai perdu 5 heures. Et puis il est parti. On s'est dit on se retrouvera plus tard. Et quoi qu'il arrive, j'abandonnerai pas. On se retrouvera à l'arrivée pour boire une bière. Et puis finalement, je l'ai rattrapé et il était avec un Allemand et je voulais pas laisser passer l'Allemand, alors j'ai tout donné jusqu'à la fin et puis on s'est retrouvé à l'arrivée. Excellent. Et donc, c'est quoi un peu les chiffres de cette course en termes de distance, dénivelé, durée? C'était 1600 km Wow. pour 36 000 mètres de dénivelé, plus ou moins. Après, en fonction des applications, des GPS, ça diffère un petit peu. Et j'ai mis 118 heures. Il y a moyen de mettre une Ah, centaine d'heures. Puis ça dépend de la météo, de la qualité des routes et tout ça. Donc c'était quand même assez vraiment difficile. et donc là, Mais c'est sur route ouverte, c'est pas du tout du gravel. exact. Après, Ouais. c'était pas gravel, mais il y avait des parties où sur des routes fermées, dans le sens où il y a des éboulements, donc il y avait plus de voitures qui passaient depuis longtemps. La qualité des routes, c'est qualité de route italienne. Après, c'était vraiment un plaisir. Wow. Ok. Ok. Donc 1600 km, 36 000 de D+. Ok. Bon, déjà, voilà, ça pose les bases. Et toi, dans ce genre d'épreuve, tu vois, j'ai déjà échangé avec des cyclistes
des ultra-cyclistes. Bon, Arnaud Manzanini, Marjorie de Maki Cycling, Benoît Bigot qui fait tout en fixie, y compris des Biking Man, qui a gagné la Race Cross France 300, je crois, jusqu'au sommet du Ventoux en fixie. Et ça me fascine en fait à chaque fois parce que c'est vraiment long, tu vois, l'ultracyclisme. Enfin, les distances et le dénivelé, c'est quand même vachement impressionnant. Je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que c'est toi qui alimente la flamme, cette passion que tu as visiblement pour le vélo à travers ce type d'épreuve. C'est quoi que tu y retrouves? D'abord, je pense pas que la distance soit spécialement une difficulté parce que chaque distance est une difficulté différente. Par exemple, je finis moins bien un 1000 km qu'un 1600 ou qu'un 3000 km. Ok. Parce que je trouve qu'on se fait plus mal sur entre guillemets, une courte distance, où c'est vraiment un sprint où on est à bloc tout le temps et on se fait vraiment très mal, je trouve. Alors que sur 1000 km, ben on dort. Sur 3000 km, on dort, on gère différemment, on a plus d'acide lactique plus longtemps, mais moins fort, on va moins défoncer les muscles. Donc je trouve la difficulté est plus répandue, mais c'est le fait de toujours. J'aime beaucoup, c'est devoir jouer avec les hauts et les bas. C'est-à-dire qu'on ne roule pas toujours avec des hauts, il faut aussi gérer et savoir y avancer dans les bas. Et ça, c'est le plus difficile. Alors parfois, on se demande ce qu'on fait sur le vélo, on a envie d'abandonner, quoi que ce qui arrive, tout le temps essayer de chasser tout ça. Et, euh, et c'est dire, bon, là, ça va pas aller pendant peut-être 5 heures, mais dans 5 heures, ça ira bien. Peut-être que ça ira bien pendant 8 heures. Et pendant les 8 heures, ça sera à fond. Et après, ça Ouais. sera encore 5 heures ou 3 heures ou 1 heure pas bien. Et puis ça ira mieux. Et il y a vraiment une grosse différence entre ces ressentis-là et c'est en permanence pendant quelques jours. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est un point très très intéressant, puisque je te disais avant qu'on commence, j'ai pas trop d'expérience en ultra, j'ai fait un ultra trail cet été, et j'ai eu forcément ce passage, tu vois, par des hauts et des bas. Moi avant j'étais dans un sport très court, tu vois, je faisais du judo, donc les randonnées, enfin les phases de, c'est 3 ou 5 minutes, tu vois, donc c'est très très court. T'as pas vraiment, soit t'es bien, soit t'es pas bien, quoi, en gros. Euh, mais en fait, quand tu dois gérer des hauts et des bas sur 4, 5, 6 jours, enfin moi c'était 148 heures, j'ai trouvé que c'était, en fait, c'est vraiment difficile d'arriver à se projeter, en tout cas pour moi, hein, et du coup j'aurais une question pour toi par rapport à ça. C'était vraiment dur. Le premier jour, tu vois, j'ai fait une connerie, j'ai mangé en marchant juste avant d'attaquer une côte qui a duré peut-être 6 heures, enfin ça m'a complètement séché. Et j'avais vraiment du mal en fait à trouver les mécanismes, tu vois, mentaux pour me Mhm. dire bon bah vas-y, t'inquiète pas, c'est temporaire, tu vois. Moi je pensais juste non mais attends, mais là c'est bon, je suis grillé, c'est pas possible quoi, c'est le début de la course, je suis complètement mort, ma course est finie en gros, tu vois. Donc toi, comment est-ce que t'arrives à les gérer ces moments de bon, t'as parlé des hauts et des bas, mais là surtout les bas, comment est-ce que tu les ouais, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte qu'ils t'affectent pas plus que ça? D'abord, il y a un moyen, c'est la musique. Je trouve que ça aide quand même Ok. pas mal. Après, maintenant, j'écoute de moins en moins de musique en roulant. Donc, c'est soit en ayant essayer d'avoir des pensées positives, même si c'est pas facile. Puis, j'ai toujours du mal à démarrer les courses. Donc, les premiers jours, c'est toujours très compliqué. Puis, même extérieurement, donc sans prendre les problèmes techniques, sans prendre les chutes et tout ça, donc vraiment, même niveau physiquement, j'ai toujours du mal au début. Et il faut essayer de continuer et se dire que ça ira. Et puis, je sais bien qu'à partir de 1000 km, je commence à me sentir de mieux en mieux. Et petit à petit, ça commence à monter. Mais qu'au début, c'est vraiment toujours très, très compliqué. Et il faut toujours se dire, bah, de toute façon, il faut y aller pour finir. En ultra, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et le but, c'est de ne pas abandonner. Pour moi, c'est le premier truc parce qu'on peut avoir des 3 jours vraiment pas bien. Et j'ai le fait de finir, on essaie une petite victoire. Donc là, quand je vois le nombre d'heures, si je fais le calcul du nombre d'heures que j'ai perdu ici en Italie, le fait d'avoir été jusqu'au bout, j'étais vraiment content. Puis finir cinquième, c'était encore plus beau. Bon, on espère toujours un peu mieux à la fin. Il y a tellement de paramètres que tu maîtrises pas. Tu vois, la crevaison, par exemple, bon, bah, t'as beau faire gaffe, tu crèves. Toi, t'as perdu 5 heures, c'est ça, sur une crevaison. Ouais, ouais, parce que j'avais déjà réparé plusieurs fois. Et là, j'avais plus rien. Et justement, j'étais avec Nawel à ce moment-là. Et puis, je pensais que ça prendrait 2 minutes à réparer. Et finalement, j'ai marché ouais, pendant 18 km. J'ai dû marcher, 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 marcher. Et marcher avec des cales de route. Je commençais à avoir des Oh, crampes l'horreur. dans les jambes et tout ça. Ça commençait vraiment à être dur. Et là, j'ai reçu, genre, j'étais vraiment proche d'abandonner. J'ai regardé mon téléphone et j'avais
une quarantaine, une cinquantaine de messages qui m'encourageaient et je me suis dit: «Non, je peux même pas abandonner, c'est pas possible, je dois continuer». Et puis après, je suis passé 16e, quelque chose comme ça. Et je me suis dit: «Ouais, peu importe, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout pour manger un bout à l'arrivée et faire la fête». Et puis finalement, j'ai quand même tout donné jusqu'au bout. Puis j'ai dormi, puis j'ai fait les 3 derniers jours, j'ai dormi 2 heures. Je me suis dit: «Ah non, je vais plus Ok, m'arrêter jusqu'à la fin, j'y vais, j'y vais». Et puis, ok. Ok. Ouais, donc tu as fait une croix sur le sommeil. Euh, j'aime encore bien ça. ouais. Et ça, c'est quelque chose. Avant de faire de l'ultra distance en vélo, est-ce que tu t'étais déjà frotté, tu vois, du très long via, je sais pas, du trek ou des activités qui faisaient que tu étais un peu habitué ou tu savais ce que c'était de pas trop dormir? Non, j'ai fait du voyage à vélo, j'ai beaucoup apprécié, mais c'était pas du tout la même chose. Et puis j'ai dû rentrer à cause du virus à la Ouais. maison. Et là, j'ai pris une formation pour faire mécanicien vélo. Et comme tu travailles, on n'a pas toujours des vacances quand on veut. Et le format course, le fait de pouvoir voir du paysage et voir et partir en vacances de manière rapide. Donc c'était partir et tu vois pas 1000 kilomètres parce que tu fais une partie de nuit, mais on voit des chouettes endroits assez rapidement. Après, on est toujours un peu frustré de ne pas pouvoir vraiment s'arrêter quand on fait la course, mais ouais, c'était comme ça que j'ai approché l'ultra. Ok. Ok. Excellent. Ouais, du coup, j'imagine que le fait d'avoir fait une formation mécanicien vélo, ça doit aider à gérer certains imprévus sur les courses. Ça n'aide pas, mais ça rassure. Ouais. Parce que t'as quoi comme t'as plusieurs vélos que t'emmènes avec toi selon les épreuves ou il y a Non, un vélo, un cadre que tu vois que t'ajustes un petit peu non, selon la configuration. j'ai vendu tous mes vélos pour acheter un Jaguar. J'avais un projet l'année passée, c'était de faire un vélo 100% européen. Donc j'ai été contacté de marque belge. Donc on a fait un vélo sur mesure, donc qui est soudé en Belgique en acier, avec des composants européens et tout ça. Et bon, dire sur le fait, je suis content de l'avoir fait. Je regrette un peu financièrement, mais je pense que je suis content de mon projet. Sur le long terme, je trouve ça chouette. Et c'est un vélo qui est un peu intemporel. Et Ouais, j'adapte en fonction, mais l'adapter, c'est juste changer des sacoches, peut-être enlever les barres aéro, mettre des barres aéro, pas grand-chose en soi. Ou les ouais. pneus, mais pas grand-chose. Parce que typiquement sur cette course en Italie que tu viens de faire, 1600 km, donc tu as dit 118 heures. Tu as du matériel obligatoire, ou en tout cas du matériel que toi, tu sais que tu emmènes systématiquement. Moi, j'aime bien dormir dans les couvertures de survie, par exemple. Je sais que je dors Ok. n'importe où, mais toujours sous couverture de survie. T'as pas de Euh, duvet. non, rien. Ok. Et donc là, il y a une nuit, quand on a dormi sur la terrasse avec Nawel, il pleuvait très fort, donc ça n'avait même plus avancé, c'était trop dangereux. Donc on s'est arrêté et on a bu 2 bières et après on s'est couché sur la table du restaurant à l'extérieur, dans un sac poubelle avec la couverture de survie, et puis on a bien dormi là. Et non, ça, je suis pas très difficile. Ok. Sur du 200 kilomètres, c'est, ça ne me dérange pas. C'est vraiment la couverture de survie, c'est important. Avoir chaud, j'aime quand même bien. Donc chaussette chaude, une doudoune, un kawaii. Même si le kawaii, quand il pleut vraiment fort toute la journée, ça perce. Mais il y a toujours moyen d'améliorer son setup et puis à la fin ça coûte cher. Donc on fait avec ce qu'on a. Ouais, c'est un peu les compromis poids, prix, efficacité Exact. un peu partout. Ok. Ok, ok. Super. Et donc là, cette course en Italie, si tu nous refais un peu ton historique de course, elle était représentative de ce que tu fais habituellement. C'était particulièrement difficile. En fait, je crois que la question, c'est voilà, de toutes les courses que tu as faites, laquelle te semble être la plus représentative de ce que tu aimes dans l'ultra distance à vélo? Alors on va prendre les trois de cette année par exemple. Donc la Race Cross Belgium, c'était 1000 kilomètres. Là c'était très difficile parce que tout le monde s'est inscrit en disant c'est 1000 kilomètres avec 10 000 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas grand chose. Mais les gens n'ont pas pris en compte qu'en Flandre, il y a le vent, il y a les virages en degrés qui font perdre beaucoup de vitesse et qui sont très difficiles, les monts pavés, la météo, l'humidité, le froid. Donc, elle était très difficile, c'était très rapide, il y a eu beaucoup d'abandon. C'était vraiment, ouais, un désastre. Moi, j'aimais beaucoup. Ouais, donc, il y avait celle-là. Là, j'ai fait l'erreur, c'est que je gardais jamais les trackers, je faisais vraiment au feeling. Bon, j'ai appris. Puis j'ai fait la Transsibérie. D'abord, j'étais à Northcape. Donc, j'avais été jusqu'en Italie à vélo pour faire une course de 3800 km. Mais là, je voulais pas participer.
mais ils n'ont pas voulu me rembourser, donc j'ai pris le départ et après 800 kilomètres, on était 4 devant, j'ai fait: «Bon, j'arrête». Je rentre à la maison, je m'amuse Ah pas. ouais. Donc je suis rentré à la maison en partie à vélo et en train. Parce que pas de plaisir? Pas de plaisir, pas spécialement d'organisation. Après, Steven Le Yarrick, je ne sais pas si tu connais, on avait déjà parlé dans un podcast et tout ça et je je sais pas, je me suis quand même inscrit et puis j'ai quand même ça me vendait du rêve et puis je sais pas, j'aurais juste pas dû y aller et puis il Ouais, fallait payer des Steven. frais. Cette course, il l'a gagnée, Steven, il me semble, non? Oui, l'année d'avant L'année d'avant, et ok. Ouais. j'aurais juste pas dû y aller. Donc 2 semaines après, j'étais inscrit à Transibérica, c'était en Espagne. Voilà, ça a été un plaisir fou. Les voitures, un respect sur les routes magnifiques, la météo était plus ou moins, on va dire, à 95% chouette. Donc il faisait chaud, mais il faisait beau. C'était de l'apprentissage parce que c'était une course tracée libre, j'avais jamais fait ça, donc c'était un peu rock'n'roll, frustrant et amusant. Et je me suis dit, c'est un peu un entraînement pour la TCR, la Transcontinental Race, que j'aimerais faire l'année prochaine. Ok. Là, j'ai repris beaucoup de plaisir. Et là, c'était une difficulté sur la longueur, donc il y avait 9 jours de course. Et j'ai roulé 3300 km avec des boutons de selle, donc c'était vraiment horrible. Mais je voulais pas abandonner, j'ai vraiment poussé, poussé. J'ai pas dormi à l'hôtel, j'ai dormi tous les jours dehors, j'ai pas pris, enfin, Ah ouais. j'ai fait quelques grosses erreurs, on apprend de ses erreurs. Et, et quand même, Lesquelles, par curiosité, comme ça, s'il y en a qui écoutent, qui veulent se lancer, tu vois, sur une prochaine édition, ils pourront dire, bon, Anatole en a parlé, on va pas le refaire. ben, j'ai fait d'abord un mauvais départ, puis des erreurs de parcours, donc j'ai beaucoup douté. Et puis j'ai commencé à me sentir bien le deuxième jour en fin de journée. Et là, j'ai commencé à pousser fort. Et puis je revenais assez bien. Et je me suis dit, bon, est-ce que je fais le jump sur les premiers? Je me suis dit, non, je vais dormir. Donc j'ai dormi. Puis le lendemain, je me suis dit, bon, allez, je me suis lancé fort pour le jump. Et j'ai poussé, 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 poussé en me disant, j'irai à l'hôtel. Et il n'y avait pas d'hôtel où je suis arrivé. Et j'ai eu des hallucinations complètes et tout ça. J'ai vraiment poussé très, très, très loin avec la chaleur et tout. Et j'étais vraiment au bout du bout du bout. Et quand je suis arrivé au checkpoint, je me suis dit, ah là, c'est une ville, il y aura un hôtel. Et il n'y avait pas d'hôtel. Donc j'ai remis dans un kebab et puis dans une banque. Et j'ai pas Ah ouais. récupéré. Et puis je suis reparti le lendemain. Et ça, c'était une première erreur. Puis la deuxième, j'ai continué à chasser. Et puis je suis passé deuxième. Ah non, j'étais deuxième à ce moment-là. Et puis je me suis passé, fait une grosse heure de parcours. Et quand j'arrive au Portugal, je pensais m'avoir un vrai repas dans un Intermarché. J'ai bu des yogourts, quelque chose que je bois jamais, des produits laitiers. J'ai bu 3 litres de yogourt, il faisait 40 degrés. Et ça m'a démoli. Ah ouais. Oh, Et je me suis punaise. endormi sur un rond-point le soir et j'étais KO KO. Et ça faisait ma deuxième grosse erreur. Et puis une ou deux, trois erreurs mécaniques, mais c'était de ma faute. Et je dois l'assumer. Ne pas changer les câbles de dérailleur et tout ça. Du coup, t'as eu de la casse? Ouais, j'ai fini sur une vitesse. Ok. Ouais, c'était le Ok. drame sur la fin, mais ça s'est bien passé. Ok. D'accord. Et puis Euh, ici en Italie, là, je me suis inscrit en fait. J'étais fatigué physiquement et mentalement de l'Espagne. Et pour retrouver la motivation, monter sur le vélo, je me suis inscrit en Italie. Sauf que je suis pas remonté sur le vélo. Pas vraiment, j'ai fait genre deux, trois sorties. Et j'ai rien préparé. Je me suis juste inscrit, j'ai mis la trace dans mon GPS et je suis parti. Donc je connaissais absolument rien du tout du parcours. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. L'organisation était vraiment chouette. C'était difficile. Les routes étaient dures. Ça demandait beaucoup de concentration, d'attention. Et c'était vraiment usant mentalement et j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est beaucoup de chouettes marrant. rencontres. Ouais, dont on a eu elle, visiblement. Exact. Euh, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, tu vois, sur le fait que c'était dur mentalement, mais que tu as aimé ça. Tu vois, encore une fois, moi, pour faire le parallèle avec cette PTL, j'ai pas encore l'impression de complètement apprécier l'expérience. Tu vois, je suis encore un peu pas traumatisé, mais pourtant, c'était il y a 2 mois, hein, la ligne d'arrivée, mais voilà, c'était vraiment, vraiment dur. Et je pense que ça finira par arriver. On en discutait avec les copains avec qui on l'a fait lundi, là. Euh, tu vois, le fait d'oublier un peu les mauvais moments et d'apprécier l'expérience globale. Mais du coup, ça me surprend toujours quand tu vois, c'est tout frais pour toi. C'était là il y a très peu de temps. Et le fait que tu dises, tu vois, que c'était très dur mentalement, mais que c'est ça que tu as aimé, ça m'intrigue toujours beaucoup. Donc, est-ce que tu arrives même. Est-ce que c'est une difficulté que tu recherches même pendant l'épreuve? C'est-à-dire que tu Oui. t'attends presque à ce que ce soit dur et tu es Oui. content quand ça arrive? Oui. Sinon, je me dis que je me serais jamais inscrit pour ça. Je disais ça à Noël. Oh là, c'est difficile.
Mais si c'était facile, on serait quand même pas inscrit ici. Ok. Non, Et on sait quand on s'inscrit à ça que ça va pas être facile quoi qu'il arrive. C'est comme ouais, ceux, on va dire, qui vont moins vite ou ceux qui finissent derrière. C'est tout aussi difficile parce qu'ils passent plus d'heures sur le vélo et parfois je ouais, ouais. pense que c'est encore plus difficile de voir que les autres sont arrivés et de se dire qu'on va passer 2 jours de plus sur le vélo. C'est pas plus facile. Donc chacun a sa difficulté à sa manière et heu et la récupération quoi qu'il arrive, il y a un moment j'aime bien faire une coupure, mais il faut toujours retrouver la motivation. Alors là, je sens, là, je suis pas du tout motivé exactement pour le moment. Genre là, à l'heure actuelle, tu dirais, il faut monter sur le vélo. J'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie. Donc, je me suis inscrit en février au Maroc pour faire une course au Maroc en VTT pour prendre du plaisir et en duo et m'amuser aussi. Ok. En duo avec Nahuel? Non, non, là pas. Ok. Avec un autre trailer là. Ok. Sur la partie gestion de la course, gestion de l'effort, donc bon, bah, je pense que là c'est assez clair pour tout le monde que les épreuves que tu fais, c'est du très très long. Quand tu pars pour 1000, 3000 km, voilà, bon là en Italie visiblement tu disais que tu n'as pas préparé grand-chose, mais le reste du temps, j'imagine que tu prépares un peu. Comment est-ce que tu les abordes ces courses? Est-ce que tu as des phases par lesquelles tu passes, par exemple repérer l'itinéraire, puis déterminer ta stratégie pour le sommeil, puis l'alimentation, ou au contraire est-ce que c'est j'y vais comme ça et puis je verrai bien au feeling? C'est vraiment très rock'n'roll. Non, j'aime pas du tout la préparation. Après, je pense que si on veut vraiment bien performer, il faut. Il n'y a pas le choix. Ceux qui ont gagné à TCR comme des Strasser ou ceux qui font des résultats, ou le Riche, ou Christophe Allegaert et tout ça, ils vont en vacances sur le parcours, ils repèrent les parties qu'ils tracent et tout ça, et ils savent ce qu'ils doivent faire. Bah déjà, ça demande du temps, de l'argent, il faut avoir envie. Moi, ce n'est pas trop ma vision, donc j'aime vraiment bien quand je découvre sur le moment même. Euh, Tout le tracé libre, mais j'aime aussi bien les tracés, comment on appelle ça, à suivre, parce Mhm. qu'on a tous la même difficulté à ce moment-là. C'est excitant d'une autre manière. On ne peut pas éviter les difficultés en disant ah, je suis meilleur sur le plat, je vais éviter une côte en faisant plus de plats. Là, c'est quoi qu'il arrive, tout le monde fait la même chose. C'est deux mondes complètement différents. C'est deux efforts complètement différents. Parce que l'effort du tracé, je ne me rendais pas compte que c'était si important d'avoir un bon tracé. Enfin, je m'en rendais compte, mais je n'y ai pas porté assez attention. Ouais. En Espagne, c'était assez frustrant et en même temps, bah, je pouvais en prendre qu'à moi-même. Et je n'aime pas rerouter. Donc, quoi qu'il arrive, je me suis dit, je ne reroute pas et je reste sur ce que j'ai fait malgré mes erreurs de parcours. Et je Rerouter, c'est-à-dire changer changeais la ta route trace ouais, en cours de là, route. ça veut dire qu'il fallait remettre des trucs dans le GPS et tout ça, c'est beaucoup de complications. Et je me suis dit, bah, je peux en vouloir qu'à moi-même, c'est moi qui l'ai fait de toute manière. Donc, c'est comme ça qu'on apprend et je ferai plus j'espère ne plus faire les mêmes erreurs sur les Ouais. prochaines courses. Mais en parlant de ça, ici à l'arrivée en Italie, on a beaucoup bu et puis on s'est lancé une idée, c'était de faire une course sans préparation. Faire une course, on arrive sur un point de départ tous ensemble. Déjà, il n'y a pas de frais ni rien. Et on donne un point d'arrivée. 1 heure avant le départ, on donne le point d'arrivée et on doit se démerder pour y aller. Et au moins, on ne peut rien préparer. Ok. Ça, c'est quelque chose qui m'excite encore assez. Ça, c'est une des deux courses que j'aimerais organiser l'année prochaine, dont une où on peut vraiment rien préparer. Et on fait ça à plusieurs avec avec qui on s'est rencontrés en Italie. Mais Donc, et la distance du coup que tu prévois, ce serait quoi? genre 1000 kilomètres, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Ok. Donc, on a juste dit, j'aimerais bien, c'est que chacun ramène 100 € pour une œuvre de charité que le gagnant choisit. Et 27 €, enfin une trentaine d'euros pour le tracker, et puis le reste, c'est chacun se démerde. Ok. Énorme. Mais sinon, niveau préparation, niveau bouffe, sur un 1000 kilomètres, je tourne beaucoup au gel. Ah ouais, ok. Ouais, sur un 3000, ben, c'est tout ce qu'on trouve, et pompe à essence. Ouais. Le Transsibéricain, en Espagne, c'est difficile la nutrition, on n'a pas la même culture qu'en Belgique ou en France. Et les heures pour manger ne sont pas les mêmes. Ça, c'était vraiment très difficile. Je ne me suis pas fait. Donc, j'ai mangé des kebabs, des sandwichs triangles et de la nourriture de pompe à essence pendant 9 jours. Et Ouais. vraiment, j'ai mangé zéro légumes et zéro fruits pendant 9 jours. C'était difficile. Puis, en Italie, ça, c'était un plaisir fou. Les pâtes, les pizzas, les tiramisu, tout y passait, les focaccia. C'était.
Un plaisir. En Sicile, hein, c'est ça, hein? En Italie et en Sicile, oui. Ouais, en Sicile, ouais. Ouais, en Sicile, attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est Les arancini. Ah, les arancini. Les cannolo aussi, non? C'est pas ça? Ouais, Les ça, bon, desserts, c'est là. moins mon truc. Je vais le tiramisu alors. Mais ouais, le niveau nourriture, c'était excellent. Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est qu'à arancini, t'en prends deux, c'est bon, t'as fait un repas complet. T'as tout ce qu'il faut, du gras, des légumes, c'est parfait. Deux dans la poche et c'est parti. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc une approche assez rock'n'roll. Bon, du coup, c'est ton expérience en fait que tu viens mobiliser, par exemple sur le sommeil, etc. Même si c'est rock'n'roll, que tu n'écris pas un truc sur papier avec un plan de sommeil, j'imagine que tu as quand même des indicateurs, toi, physiologiques, où tu sais que là, il est temps de dormir, ou tu vois, Je- là, il faut faire une pause. Là, quand je me suis dit, je vais faire 2 jours de vélo d'affilée, je me suis dit, je ferai une pause seulement si je sens que je m'endors. Et il y a 2 fois où je m'entendais sur le vélo, et là, je me suis dit, je fais une pause. La première fois, j'ai rattrapé Nawel à ce moment-là. J'avais un grand moment de mou. Et il me dit, allez, vas-y, va jusqu'à la fin. Je fais, non, moi, là, je commence à m'endormir. Il faut que je fasse une petite sieste. Donc, je fais une sieste. J'ai pris froid parce que j'ai pas mis de cause de survie. J'ai dormi comme ça. On venait de monter. Donc, je transpirais dans le froid et tout ça. Donc, c'était pas top. Puis, je suis reparti. Et puis, le lendemain, je les ai rattrapés. Et puis, j'ai tracé jusqu'à l'arrivée. Et je voulais faire une traite. Et dans l'avant-dernière descente, là, je commençais à sentir que dans les virages, je commençais à aller moins freiner plus lentement, à rater un peu les virages et tout ça. Je me suis dit, il faut que je dorme aussi. Alors j'ai refait une sieste d'1 heure. Et Ah là, ouais, 1 heure quand même, ok. bah, ils étaient 1 heure derrière moi, donc ils m'ont rattrapé sans le savoir. Et puis ils m'ont dépassé, puis j'en ai rattrapé un dans la descente, puis j'ai rattrapé Nawel dans le bas de la descente, et puis je suis parti, et puis je les ai revus à l'arrivée. Mais je voulais Excellent. finir avec Nawel, malheureusement on n'a pas pu, donc on a dit on garde ça pour l'année prochaine. Voilà. Pour l'épreuve en duo. Et du coup, alors tu parlais de deux courses que tu voudrais organiser. J'imagine que du coup, sur ces courses-là, tu voudrais qu'elles ressemblent à tes courses idéales. Ce serait quoi pour toi la course parfaite? Alors l'idéal, dans un sens, il y a le fait que ce soit abordable à plus Ouais, de personnes. Donc, que ce soit au niveau du prix, au niveau de la difficulté, au niveau de l'accessibilité, je pense que ça c'est important. Puis au niveau de l'organisation, je préfère que ce soit pas trop cher, mais qu'on promette moins de choses. Parce que payer 250 € pour ne rien avoir, ben, c'est décevant. À tout le cas, Sprint, ce qui est bien, c'est qu'elle reverse tous les bénéfices pour une association, pour une œuvre de charité. Donc ça, c'est quand même vraiment honorable. Et puis à côté de ça, tout ce qu'elle fait pour nous, c'est magnifique. Et donc ici, je me dis, on va faire du moins cher, donc on va pas offrir des repas comme elle fait. Ça doit rester assez simple, mais on aimerait bien que ce soit vraiment accessible. Et donc on a proposé de distance. On aimerait bien un petit mix. Il y aura un mixte entre tracé libre et parcours. Donc il y a plus ou moins 500 km de parcours et 500 km que les gens doivent tracer eux-mêmes. Pour la distance de 1000 km. Et pour la distance de 500, il y a une moitié-moitié. Donc il y a un parcours libre et une partie doivent tracer eux-mêmes. ok. Et donc ça, comme ça permet aux gens d'apprendre à tracer. C'est quand même quelque chose qui est pas si facile que ça. Il y en a qui veulent tracer en prenant une petite route, en ayant des beaux paysages. Il y en a qui veulent tracer en prenant des grandes routes et que ça aille vite. Donc il y a vraiment 2 écoles. Le fait de faire ça, c'est hyper agréable à suivre parce que les dot watchers, c'est ceux qui suivent l'avancée des coureurs par les courses. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même une grosse communauté. Donc au début, quand j'ai commencé les courses, je me disais je roulais pour moi. Et en fait, maintenant, plus du tout. En trop, je le refais pour moi, pour l'effort, mais toutes les personnes qui suivent, c'est magnifique. Et on C'est vrai. entend les encouragements, on ressent ça, c'est quelque chose de fou. Il y a même des gens qui ne sont pas fans de vélo, mais qui suivent pour l'effort, je ne sais pas expliquer ça. Donc le fait qu'il y ait une partie de tracé libre, je trouve ça important. Donc on a organisé ça avec 3 amis, dont 2 qui étaient sur la Transsibérica avec moi. Et ça aura lieu le 24 août 2023. Donc on espère que ce Excellent. sera une réussite. C'est pour pouvoir aussi partager, promouvoir le vélo dans notre région, ce serait quand même pas mal. Et puis s'il y a une petite bagarre en course, ça serait quand même pas mal non plus. Donc ça, ce serait pas mal. Et puis l'autre, c'est avec à l'arrivée de la course, on a fait la fête et à un moment on s'est dit, bon, moi ma course idéale, c'est une course où on peut rien préparer.
on arrive au départ, on ne doit même pas arriver, on se débrouille et on arrive. Et puis on a un petit peu construit quelque chose là-dessus et on verra à quoi ça ressemble. Et ça, on fera ça en avril comme ça entre nous pour voir. Ok, génial. Ah là là, génial. Et donc la première course, celle où tu as un mix de parcours libre et route tracée, le départ, il se fera où? À Liège, donc dans À le centre de Liège. Liège. Et la direction, c'est Ciney, puis Chimay, puis Paris, puis Laon, c'est dans le nord, au-dessus de Paris. Et puis de là, il y aura un parcours qu'on a tracé, que je vais aller reconnaître là, dans 2 semaines, qui rentre dans Paris, puis qui ressort de Paris, qui va jusqu'au circuit automobile de Reims. Puis de Reims, ça va jusqu'à Bouillon. Et puis de Bouillon, c'est un tracé qu'on a fait nous-mêmes, sur les Génial. traces de Liège-Bastogne-Liège. Ok, ok. Ah là là, génial. Tu communiques comment du coup sur ces deux épreuves? Est-ce qu'il y a, t'as un compte, des réseaux, un site, si les gens sont intéressés? Pour Liège, Paris-Liège, là, on a une page Instagram, une page Facebook qu'on vient de lancer, donc elles ne sont pas encore hyper actives, et un site qui doit être lancé dans 1 ou 2 semaines. Donc Ok, ça, c'est très récent. Et pour l'autre, donc ça s'appelle The Unknown Race, donc la course inconnue. Là, on n'a pas trop communiqué parce que ça reste assez restreint. Pour le moment, on est genre 15, 20. C'est un truc tout petit. On communique pas entre nous sur WhatsApp et ça, on verra. On ne sait pas encore ok, trop où on va emmener le truc. ok. Bon, il faudra que tu me donnes l'URL du site si vous l'avez déjà, parce que 2 semaines, le podcast sera sorti quand le site sera déjà live. Donc, Ça on va, mettra tout ça en description. je ferai ça. Ok, donc c'est deux courses qui arrivent. Toi, en termes de distance, tu disais au début, tu vois que t'arrives plus à t'arrêter, que c'est du toujours plus long, toujours plus long, toujours plus long. J'ai vu des épreuves, alors je sais plus comment elles s'appellent, mais je sais pas si c'est pas le Silk Road Biking ou quelque chose comme ça, qui, je crois, sont très 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 longues aussi. Je sais pas Mhm. si, il me semble que ça fait plus de 3000, mais je suis pas C'est sûr. 4000 km 4000 km. au Kyrgyzstan, oui. Ouais. C'est le même Euh, organisateur que l'Atlas Mountain Race. d'accord. Ok. Mais c'est une course qui est très 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 difficile en été. Du fait du terrain, de ce que j'ai pu voir et des conditions météo, c'est-à-dire qu'il pleut, il peut y avoir de la neige dans des cols, enfin, et puis c'est très très isolé visiblement. Je crois que c'est un coursier parisien, j'oublie son nom à chaque fois, j'en ai parlé avec Steven. Océane. C'est ça, sur la PTL, on en a parlé, qu'il a gagné. C'est le genre d'épreuve du coup sur lesquelles tu penses te diriger, du encore plus long, encore plus rustique. Euh, voilà, c'est du VTT, donc ça demande un autre matériel, une autre préparation. Pourquoi pas? Après, pour le moment, j'aime encore bien rester sur la route. Même s'il y a les voitures et tout ça, c'est un petit point négatif. Moi, j'aime encore vraiment bien ça. Ok, Ça permet de partir vraiment sans rien, s'arrêter et espérer trouver quelque chose à boire et à manger. Alors que là, il faut plus se préparer dans les. On part pas non préparé dans un truc comme la Silk ou l'Atlas. ok, Il y a un moment, il faut quand même savoir où se trouve le prochain village. Faut ouais, pas rester dans le désert comme ça sans eau. Il y a un moment, c'est jouer avec le feu. ouais, Donc, il y a là beaucoup plus de préparation là-dedans, je pense. ok, ouais, c'est Mais moins, ça me moins tente. rock'n'roll. Exact. Il y a moyen de le faire rock'n'roll, mais j'ai pas envie. C'est pas mon. Ouais. Et la Race Cross America? Absolument pas. C'est vrai? Parce que On- trop long ou trop médiatisé? C'est obligé. La race course américaine, on je le faire avec assistance. Ah Donc, oui, c'est vrai. Ah oui, donc c'est il faut vrai. avoir deux, trois voitures qui sont dessus. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Mon petit frère aimerait que je le fasse. Parce qu'il en met dans la voiture pour me crier dessus. Mais je n'ai absolument aucune envie de faire ça. Ok. Du fait de la partie assistance. Sans assistance, oui, entre autres. Et puis faire une ligne droite aux États-Unis. Alors il y a d'autres aux États-Unis qui font la même chose, sans assistance ou d'autres parcours. Mais la race course américaine, je n'y vois Non. aucun intérêt. Ok. D'accord. Intéressant. C'est vraiment intéressant parce que tu vois, ça reste de l'ultra, mais l'approche, la philosophie a juste rien à voir. Quand tu connais pas, comme moi, tu vois, tu m'aurais dit Race Across America ou la Silk ou ce que tu viens de faire, j'aurais dit oui, bah, c'est de l'ultra, tu vois, il doit y avoir plus ou moins les mêmes personnes sur ces courses. Et en fait, pas du tout. Il y a ces communautés, c'est-à-dire la communauté de l'ultra biking, j'ai quand même pas l'impression que ce soit un truc énorme, mais elle est dans cette communauté, il y a encore des petits groupes avec des niches, tu vois, de pratiques très spécifiques, j'ai l'impression. Exact. Ben là, cette année, c'était encore intéressant, c'est sur la TCR. On a pu voir Strasser, qui est justement un adepte de la race course américaine, je pense, et de tout ce qui est avec assistance, tout ça, qui a fait sa première course sans assistance et qui l'a d'ailleurs gagné. Et c'était vraiment impressionnant à voir parce qu'on se dit, bon, il part toujours avec assistance, avec de l'aide, quoi qu'il arrive.
Et là, il a quand même été gagné sans assistant, donc ça reste phénoménal. Après, il a une approche très scientifique du vélo, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et chacun a sa manière de voir les choses. Yes. Du coup, cette dimension, tu le parlais tout à l'heure, tu mentionnais ton classement à l'arrivée, etc. À quel point ça a quel poids cette idée de compétition, de classement dans ta motivation pour les courses sur lesquelles tu pars? Non, d'abord, de toute façon, je pars toujours pour finir, prendre du plaisir. Et après, en fonction du déroulement, ben, si on voit qu'on est genre 10e, on se dit on va essayer de faire un peu mieux ou garder de la place. Si on voit qu'on est deuxième, ben, peut-être essayer d'être premier ou peut-être garder le podium, ça dépend. En fonction de la Ouais, physionomie, en fonction des personnes qui sont là. Mais je ne roule jamais pour une place en partant d'une course. ouais, Certains disent, oh, tu y vas pour gagner, mais non, j'y vais pour d'abord finir, m'amuser, et puis après, si y a moyen de faire, c'est toujours mieux. ouais. Tu vas pour te faire mal mentalement et prendre du plaisir. Exact. S'opposer et en même temps, par la suite, ça ne l'est pas. Tu dirais que est-ce qu'il y a une des courses que tu as faites qui sort vraiment du lot par rapport à la difficulté et donc au plaisir que tu as pris, au challenge mental que ça t'a imposé et comment est-ce que tu l'as géré du coup, s'il y en a une qui sort du lot? Sortir du lot, non, elles m'ont toutes fait mal, mais à de C'est vrai? manières vraiment très, très différentes. Ouais, vraiment les 4 très, très différemment. Que ça soit au niveau une où je suis tombé, j'ai quand même continué, une autre où ben il y a des muscles que j'ai jamais vraiment fait travailler à cause du plat et des barres aéros, où j'ai vraiment souffert le martyre. Le lendemain, je ne savais plus marcher, enfin le jour même, je ne savais plus marcher. Une autre, c'est 9 jours sur le vélo, c'est long, il y a toutes les météos, il y a toutes les émotions qui passent par la tête. Puis ici en Italie, ben, on perd du temps bêtement, beaucoup de problèmes mécaniques, on se retrouve loin, puis il y a la météo, puis il y a l'état des routes, puis il y a les Italiens qui klaxonnent tout le temps. Et donc oui, mentalement, et puis les pourcentages, là, il y a beaucoup de côtes vraiment très dures. J'adore ça, mais en ultra, quand on vient dans du 18, 22%, ça fait vraiment très très Oh, mal. Et quand tu arrives dans ces pourcentages-là, et qu'en plus c'est un moment down, donc vraiment un moment difficile, c'est vraiment usant. Et donc c'est encore une difficulté mentale différente. ouais. Après, il faut se dire, après il y aura une descente, ou après ça ira mieux dans 2 heures, et puis ça ira mieux. Donc, oui, je pense que l'Italie, c'est très usant au niveau aussi de la dangerosité des routes, ça demandait beaucoup de concentration. Surtout fin d'année, on n'a pas envie de tomber en plus. C'est... On Parce que entend tu pendant gères la... ça comment, pardon mais pour la sécurité, parce que c'est un point, je crois que j'en parle systématiquement, quand j'ai des invités, qui viennent de l'univers du vélo. Parce que j'ai eu un gros accident, il y a une voiture qui m'a tapé à 50 km/h pendant que je faisais une sortie vélo. Donc c'est un peu, à chaque fois, tu vois, je pose la question, comment tu gères ça? À quel point est-ce que ça t'affecte dans ta pratique, le trafic? Ouais, je suis très fataliste pour ça. C'est-à-dire que j'allais toujours travailler à vélo pendant 2 ans, et c'était pas les routes les mieux fréquentées, c'était un peu des grosses routes, et on s'habitue, il y a des cons partout, donc il y en a ils vont frôler, il y en a ils vont faire attention. En Italie, ils roulent un peu n'importe comment, on va pas se mentir, et il faut dire c'est comme ça et il faut espérer. Donc il faut toujours bien faire Ok. attention, je roule bien fort à droite, je regarde beaucoup derrière moi, je fais tout ce qu'en mon pouvoir, et je me dis si je me fais renverser, à un moment, bah, ça arrive. C'est pas Ok. cool, mais ça arrive. Ouais, ouais. Ici, il y en a un qui s'est pris une bagnole à la course, mais après, on ne sait pas si c'est de sa faute, ça peut être de sa faute, ça peut être de la faute de la voiture, il y a toujours des torts partout. Donc il faut essayer d'être visible un maximum, et puis ben, faut croiser les doigts. Ouais, ouais, ouais. Donc toi, t'as quoi? T'as gilet, lampe, bande réfléchissante. Oui, c'est un petit sapin de Noël au maximum. Ouais. Donc je pars toujours avec 3 lampes arrière, sachant que les 2 dernières courses, j'en ai à chaque fois perdu une. La lampe avant sur dynamo qui ne s'arrête jamais. Maintenant, je vais racheter une frontale, c'est quand même important. Et le gilet fluo, oui. Et le gilet Ok. fluo, je le laisse tout le temps, même la journée. Souvent, j'ai même pas le courage de l'enlever. Donc, jour et nuit, et la nuit. Et même la journée, je laisse les lampes en général. À part D'accord. l'arrière, parce qu'elles sont sur batterie. On essaie de garder un peu de batterie. Ouais. Ouais. Alors, je peux te recommander, c'est pas du tout, ils sont pas sponsors du podcast du tout, mais sur la PTL, moi j'avais une Stutz Oui, c'est et celle-là que j'ai acheté. la batterie, incroyable. Franchement, c'est Arnaud, je crois qu'Arnaud utilise ça aussi. Enfin, j'avais vu, Et non, c'est Angel. Burnout et tout ça.
Ouais, Angel Paty, qui était venu sur le podcast, qui a fait Montpellier-l'Écosse à vélo, et je lui avais demandé, et en fait j'étais tombé, ah voilà c'est ça, j'étais tombé sur son, elle avait fait un article où elle expliquait comment elle était partie et puis son expérience de l'ultra, et elle expliquait elle était partie avec une Stutz, donc j'étais allé regarder un Mhm. petit peu parce que je cherchais une lampe qui avait beaucoup de batterie pour la PTL, et franchement incroyable, la batterie Ouais, c'est hallucinant. c'est ce que je vais acheter. Ouais, elles sont top. Ok. Ok. Euh, je réfléchis à tout ce qu'on s'est déjà dit. Tu vois, peut-être une autre question sur les épreuves qui arrivent. Là, donc les 4 grosses courses que tu as faites, c'était à chaque fois en solo, si je ne me trompe pas. Là, tu t'apprêtes à prendre le départ au Maroc d'une course en duo. Si j'ai bien compris, avec Nahu, vous refaites cette course en Italie l'année prochaine en duo. Ton approche, est-ce que tu as une approche différente du coup sur ces courses-là où tu vas partir à deux, et j'imagine que vous ne pouvez pas vraiment être. Il faut que vous restiez en groupe pendant toute l'épreuve. Oui. Alors, je pense que c'est beaucoup plus dur. Je pense qu'on avance beaucoup plus vite tout seul. De manière générale, apparemment, on peut drafter et tout ça. Mais je pense qu'on avance beaucoup plus vite tout seul. C'est difficile, c'est qu'on n'a pas les moments forts et les moments faibles en même moment. Il faut savoir gérer ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'aussi j'ai dit oui à Nahu pour l'Italie. C'est le fait que déjà, c'est fin d'année, on est tous fatigués mentalement d'une longue année et tout ça. Qu'il s'est mort sur sa chic. Non, ça, c'est une expression belge. Il s'est mort sur sa chic. C'est-à-dire qu'il sait prendre sur lui-même. Euh, Merci. une belle expression liégeoise. Euh, donc, il sait prendre sur lui-même, il s'est poussé loin dans ses retranchements, et je pense que en duo, ça peut bien le faire. Et pour le Maroc, c'est parce que oh, je voulais profiter des paysages, et j'aimerais bien faire quand même des petites nuits au moins, et ne pas voir tout de nuit comme je fais d'habitude. Donc, je me suis dit, le faire en duo et partager ça, ça peut être une belle expérience. Ouais. Donc, j'ai proposé un pote trailer qui fait pas beaucoup de vélo. Il a fait un peu de VTT, mais il fait que la course à pied. Il était enchanté alors. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Et ça permettait d'avoir une autre approche, je pense. Et de partager les difficultés. Après, ça fait 2 fois plus de problèmes, ça fait 2 fois plus de fatigue, 2 fois plus Et de ouais. non. Mais ouais, je pense que ça peut être vraiment chouette de partager. Ouais. Ouais, c'est pas évident, tu vois, cet arbitrage. Je suis assez d'accord avec toi. Tout seul, je pense que tu vas plus vite, mais quand ça devient du très très long, le fait d'être en groupe, moi j'aurais tendance à dire que c'est quand même, même si t'es pas dans les mêmes moods au même moment, tu vois qu'il y en a un qui est un peu down, l'autre non, bah en fait tu peux quand même, le fait que l'autre soit pas dans le mal en même temps que toi, ça peut quand même t'aider à te tirer vers le haut. Oui, mais il faut Euh, être fort mentalement et ne pas se sentir agacé de ça aussi. ouais, c'est vrai, c'est Mais vrai. il faut partir en lien avec le bon, pas mental, le bon, allez, le bon état d'esprit, je pense, en disant, bah, si l'autre a un moment difficile et moi un moment plus facile, il ne faut pas mal le prendre, il ne faut pas l'engueuler, il faut justement l'encourager et essayer de passer à travers. Mm, Et puis, ça se trouve, 2 heures après, ça sera l'inverse. Donc, il faut penser à tout ça. ouais, C'est quelque chose qui m'excite quand même pas mal. Et puis, c'est pas mal pour préparer les autres courses par la suite, parce qu'il y aura encore 2, 3 autres courses, donc, en ouais, solo. Donc, yes. j'aime bien voir les choses un peu différentes, voir des organisations différentes. Et je pense que c'est une bonne idée. On verra après, Yes. de toute façon, hein, si on se Ouais. tape dessus. Bon, en tout cas, tu vois, enfin, pour refaire ce parallèle avec cette PTL, moi je suis tellement content qu'on l'ait fait en groupe. Donc c'est une course par équipe. Et puis en fait, ce qu'on a fait à un moment donné, c'est qu'on a regroupé 3 équipes. Ah oui. Et c'était. Ouais, parce que ça devenait vraiment très dur. Et en fait, c'était génial parce que même si on avait, comme tu dis, des phases différentes, le fait d'être en groupe, à deux, c'est peut-être différent parce qu'à deux, du coup, t'es bloqué à deux, entre guillemets. Nous, Mhm. on était 7. Donc, tu en avais toujours 2 ou 3 qui se sentaient plus en forme, tu vois, qui partaient devant, 2 qui étaient un peu moins en forme derrière, et puis les autres au milieu, tu vois. Et j'ai trouvé que ça créait une dynamique, même si on est toujours resté en groupe. Dans le groupe, tu avais des espèces de sous-dynamiques, et c'était vraiment génial parce que, bah, ouais, c'était
ça a beaucoup aidé en fait par rapport à la difficulté, tu vois, ou au contraire l'euphorie dans laquelle on se trouvait à différents moments de la course, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé Mhm. ça génial Ouais, de le je faire en vois. groupe. Mais normalement, c'est des groupes de 3 la PTL, c'est ça? Ou de Alors 4? c'est deux ou trois, Ok. c'est deux ou trois, mais si tu pars à deux, s'il y a un abandon, enfin c'est fini pour l'équipe. Si tu pars à Ouais. trois, tu as droit à un abandon. Ok, ouais. Et nous, il y a eu un abandon très rapidement. Et puis, en fait, on n'était plus que deux. Et justement, comme tu dis, moi, je trouvais que c'était vraiment difficile à deux. Moi, j'étais plutôt derrière parce que Xavier était en meilleure forme et puis c'est lui qui faisait l'orientation. Et j'ai trouvé que c'était très difficile, en fait, justement, de tout le temps rester derrière, tu vois. Psychologiquement, enfin, voilà, il était plus en forme que moi. Et du coup, le fait d'être à 7, ça a cassé un peu ce, ce, ce- ce- Ces ce- écarts. ouais, ces Ce écarts qu'il y avait, ressenti. même si on était encore une fois, tu vois, tout le temps à 10 mètres l'un de l'autre, mais Mhm. ouais, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Ça Ouais. arrive, ça d'ailleurs, sur de l'ultra. Tu vois, tu disais qu'avec Nahuel, vous êtes croisés, tu l'as rattrapé, tu t'as dormi, tu as rattrapé, mais est-ce que des fois, il y a des coureurs qui décident de s'associer, même sur des courses en solo? Non, on s'associe, on peut pas de toute manière. Il y a pas Ah, de. c'est interdit? Oui, c'est interdit. Ok. Il y a des courses avec du drafting, très peu. Mais sinon, on peut pas drafter. Donc, avec Nawel, à un moment, il m'a dit est-ce que tu peux me faire quelque chose? J'ai dit oui. Je fais quoi? Il m'a fait me prêter 1 heure de ton temps. Et alors, on a roulé l'un à côté de l'autre pendant 1 heure. On était autorisé à rouler 1 heure à côté de l'autre, donc pas de drafting ni rien. Et on discutait et c'était bien sympa. Et l'avantage, c'est que si on fait du haut, là, on peut drafter. Donc là, on peut s'aider l'un l'autre. D'accord. Donc on peut vraiment voir tout différemment. Les parties plates, on peut vraiment s'aider. Les parties roulantes aussi. Donc il y a vraiment une autre approche, je pense, encore qu'il y a moyen de faire. Ouais. Il y a aussi moyen d'avancer vite, mais différemment. Et s'il a quand même un fameux gabarit, Ouais. je dirais un peu, c'est comme Steven. Je pense encore un peu plus lourd. C'est là qui est impressionnant et il grimpait très très bien. Puis il avait fait un bon choix de matériel, je pense, que je essaierai de faire l'année prochaine et pour avoir plus de souplesse. Et puis, ouais, je pense que ça va bien le faire. Ouais. Ok. Ouais, drafting, pour celles et ceux à qui ça parle pas, c'est quand On à suit vélo, l'autre. on vient se caler juste derrière un autre vélo et en fait, on profite de son aspiration. Et donc, on pédale, on a beaucoup, enfin, il y a la dépense énergétique. C'est beaucoup moins dur de pédaler pour aller vite Il y en que a sans qui ça. le font, hein. Il y en a qui trichent. J'en ai croisé qui C'est draftent. vrai? Ouais, bah, il y en a toujours. Malheureusement, après, sur ce genre de sport-là, on ne peut pas contrôler non plus. Donc, c'est beaucoup de l'éthique. Après, on a les trackers, mais on ne sait jamais vraiment vérifier quand on est là à côté de l'un, l'autre, l'un derrière l'autre. Donc, carrément, c'est de l'éthique. Il n'y a rien à gagner à la fin. Le but, c'est de s'amuser. Et puis, Ouais. mais ça arrive toujours, malheureusement. Ok. Bon. Pas cool, les drafters. Il n'y a pas que les drafteurs. Il y a plein d'autres manières de. Il y en a, ils sont aidés par des voitures parfois. Oui, il y a de tout, Ah hein. ouais, carrément, même sur ce genre d'épreuve. Tu dirais écouter bah, justement le podcast de Steven sur la. C'est sur la Northscape, je pense. Il y a une histoire du style, ouais. Ah ouais, ok. Ok, ok. Bon. Malheureux. Oui, il y a toujours malheureusement. Ouais. L'ego, Ouais, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, l'ego. Écoute, Anatole, on se rapproche du bout. Franchement, c'était hyper intéressant. Je te dirais pas que ça m'a donné envie de partir sur un 1600 km, mais je trouvais ça passionnant de voir un peu comment tu vois, ton approche déjà plus rock'n'roll que ce que j'imaginais sur ce type d'épreuve. Pour moi, la vision que j'avais, c'était tu vois, faut avoir une approche un peu comme presque du triathlète, tu vois, millimétrer, savoir où on va dormir, ce qu'on va manger, quand, etc. Donc c'était cool de voir que bah, toi, tu t'éclates en ayant une philosophie un peu à l'opposé de ça. Euh, et puis cool de voir que bah, y a des épreuves qui arrivent un peu différentes, tes deux épreuves idéales. Donc la Liège-Paris-Liège et l'autre la Unknown Race. Je mettrai les liens. Mais en tout cas, merci. Est-ce que toi, il y a peut-être un dernier message que tu aimerais partager à celles et ceux qui vont écouter l'épisode? Ben, je pense que beaucoup se focalisent sur la distance et sur la difficulté. Et quand on voit l'entraînement il faut pas seulement avoir un entraîneur. Il faut faire beaucoup de kilomètres quand même, je dirais. Mais il ne faut pas spécialement avoir une approche avec les watts, avec un peu ça, le capteur de fréquence cardiaque. On peut faire tout ça sans toutes ces petites données scientifiques, on va dire, et juste partir comme ça, faire des kilomètres de l'endurance, et puis se retrouver sur une course, il n'y a pas besoin de tout ça, et juste suivre son instinct. Je pense que Mm. ça rend le sport accessible. On peut faire du cyclisme professionnel sans un entraînement professionnel, c'est impossible.
Ça demande beaucoup trop d'investissement, de sacrifices, alors qu'ici, il n'y a pas c'est bien d'avoir une bonne hygiène de vie, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Il y a peut-être bien pour gagner ou pour faire les meilleurs résultats possibles, oui, mais il y a toujours moyen de s'éclater, sans tout ça Mmh. et ça reste un sport vraiment accessible, ça, c'est vraiment chouette. Mais ça demande beaucoup de temps. Ouais, le vélo, c'est vrai que ouais, ça demande du temps. Mais c'est un excellent point, tu vois, sur l'équipement et ce qu'on pense être nécessaire pour se lancer dans une pratique, alors que ce soit le vélo, le trail ou autre. Et moi, j'avais vu, j'ouvre une petite parenthèse, mais je crois que c'était une interview de Kylian Jornet. Bon, alors, ok, c'est un extraterrestre physiologiquement, etc. Mais où il expliquait qu'il courait 100% au feeling. C'est-à-dire qu'il a une montre qui enregistre sa trace, mais Mmh. c'est tout. Il n'a pas de capteur cardiaque. Ah non, non Alors, tu vois, on pourrait croire que c'est l'inverse. Et toi, c'est ce que tu disais sur l'Italie, tu avais zéro capteur cardiaque, zéro capteur de puissance, c'est ça? moi, je ne ressens rien, même sur 3000 kilomètres, je ne ressens rien. Ouais. Déjà, ça use la batterie du GPS et en plus, de toute façon, après 12 heures, le cœur, il ne monte plus parce qu'il est fatigué, donc quoi qu'il Mais arrive, ouais. ça ne sert à rien. Pour la puissance, je ne vois pas l'intérêt, je ne connais pas mes zones. Non, je préfère ressentir et puis je me dis: «Bon, j'y vais». Il y a des moments où je vais à fond, je le regrette après, peut-être 1 heure après, mais je me dis: «Bon, j'ai pris 1 heure à fond et après je ferai 1 heure moins vite et puis 1 heure à fond». Et puis j'essaie de gérer quoi qu'il arrive, je commence à connaître mon corps Ouais. avec quelques courses déjà. Mais oui, je préfère sentir au feeling et puis me laisser aller. Mais ça reste quelque chose d'important pour moi. Je pense, pour garder cette notion de plaisir, j'ai besoin de ça. Ouais. Sinon, je ne Ouais. saurais pas m'entraîner en faisant des entraînements vraiment spécifiques et tout ça. J'aime bien partir m'entraîner, me dire: «Allez, je vais aller m'amuser 4 heures, je vais aller boire un café, je vais aller manger un bout quelque part» et puis c'est quelque chose qui est important. Génial. Super. Bah écoute, un grand merci Anatole. Bah, j'espère te revoir à Liège, en août. Eh ben écoute, maintenant il faut que je fasse gaffe parce qu'à force d'accepter les défis de mes différents invités, j'ai de la plongée à faire, une expédition sur un volcan, une traversée en bateau de l'Atlantique. Ça commence à faire beaucoup là, mais je garde ça en tête. C'est promis. Même les Merci. 500 kilomètres, c'est une belle approche et c'est vraiment abordable, sans beaucoup d'entraînement. Ok. Je le pense vraiment. Ok. Non, mais là, le problème, c'est que j'avais un projet, tu vois, tu m'y as fait repenser quand t'expliquais que tu t'es fait faire un vélo européen. C'était une idée que j'avais, en fait, de me faire un vélo français. Tu vois, chauvinisme jusqu'au bout. Attends, mais d'ailleurs, tant pis. Ok, là, on allait clôturer, mais j'ai une question pour toi. J'y ai pensé au début de l'épisode et j'ai oublié. Dans ce projet, en fait, je m'étais beaucoup renseigné et j'avais regardé les vélos à courroie. Ouais. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup moins d'entretien, Hein, etc. hein. Alors, j'en ai parlé un peu à Steven sur la PTL qui m'a dit ouais, bah, les vélos à courroie, tu seras content quand ta courroie elle va péter au milieu de nulle part et que tu peux pas la remplacer comme une Mmh. chaîne. Donc, ma question, c'est est-ce que tu connais un peu ce mécanisme et qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend pour quel type de vélo. Ok, Si c'est pour un vélo de voyage, je te dirais de prendre une courroie avec une de rechange. Normalement, ça tient très, très bien, c'est pas l'entretien. Avec un roll-off, mais ça coûte un peu cher. Mais pour faire on va dire, pas un triathlon, mais un 1000 kilomètres, non, je ne prendrais pas ça. ok, Mais pour du voyage, oui. ok, d'accord. Tu le prendrais pas parce que par rapport à la performance ou la Parce solidité? que ça va avec un moyeu avec les pignons intégrés et c'est Ouais. très lourd. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Donc c'est bien pour le voyage quand on s'en fout un peu du poids et qu'on veut du Ouais, confort et qu'on l'entretient. Mais pour une course, je partirais avec un truc plus simple. d'accord. Ok. Et il faut Ok. un cadre qui va avec la courroie aussi, sinon. Eh oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est que du coup, ça devenait un peu un gouffre financier parce que le cadre qui va avec la courroie, Le le roll-off, mécanisme Effigear, ouais, donc tu as Roll-Off, je crois, qui est allemand, ouais, et et tu Figure as qui est français, ouais. Effigear ouais, qui est français. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, petite parenthèse fermée. Très bien. Merci beaucoup, Anatole. Avec plaisir. On te dit à bientôt, du coup, bah, pourquoi pas peut-être sur cette course, hein, s'il y en a qui sont tentés d'aller voir. Et puis écoute, bah, bonne course au Maroc en février. Bah, un tout grand merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Anatole. Avec plaisir. Au revoir.